Tu as un problème de rongeur dans un magasin. Tu as une signalisation qui est cassée. Ça crée des irritants. Tu perds par rapport à tes concurrents qui n'ont pas ces problèmes-là. Tu dois réagir. La question, c'est est-ce que tu vas mettre 6 mois à capter qu'il y a un problème ou pas? Nous, notre conviction, c'est de dire non, tu vas le comprendre dans la semaine. Et du coup, c'est là où tu as justement, où l'IA change tout. C'est qu'en fait, si tu dois traiter des dizaines de milliers de verbatim toutes les semaines et que tu as une équipe de 2 personnes pour faire ça, eh ben, bon courage. Bonjour à tous et bienvenue dans AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Rodelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par François Forest, qui est fondateur, CEO de Fidier, une entreprise spécialisée dans l'analyse de la voix du client. Bonjour François, merci de participer à cet épisode d'AI Experience. Comment vas-tu ? Et Julien, avec plaisir. Bah écoute, ça va génial. Trop content d'être là. Tant mieux, ça fait plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Alors, on va parler de plein de sujets quand on parle d'intelligence artificielle et puis surtout de voix du client. Mais on va commencer par revenir un peu aux fondamentaux avec toi, pour les gens qui connaissent pas forcément. Le sujet, c'est quoi, de manière simple, la voix du client ? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Carrément. Bah alors la voix du client, déjà, c'est pas au sens propre. La voix du client, ça correspond à toutes les feedbacks que vont donner tes clients à une entreprise, à un organisme public. Donc on parle vraiment de dès que le client va interagir avec une marque, on va essayer de capter sa perception, son feedback. Et la voix du client, c'est ça. D'accord. Donc, par exemple, quelqu'un qui laisse un avis sur Google suite à un achat, ça fait partie de la voix du client ? Et c'est exactement ça. Ça fait partie de la voix du client. En général, tu vas avoir 4 sources de voix du client. Tu vas avoir, on en reçoit plein dans nos boîtes mail, des enquêtes de satisfaction. Mhm. Tu vas avoir des avis en ligne. Tu vas avoir du support client, hein. Concrètement, quand tu as un problème, quand tu vas mettre une réclamation, bah, c'est la voix du client. Et parfois, c'est sous forme d'appel. Donc là, c'est vraiment la voix du client. Et tu en as un petit dernier qui est les réseaux sociaux, où tu as aussi, en fait, la voix du client. Donc, c'est vraiment toutes ces sources qui vont représenter ce qu'on appelle la voix du client ou aussi vie aussi pour les intimes. D'accord. Et alors, pour une entreprise ou pour un organisme public, pourquoi est-ce que c'est important de comprendre la voix du client ? Tu peux peut-être donner quelques exemples ? Alors en fait, aujourd'hui, quand tu vas choisir un restaurant, tu vas te baser sur les avis Google. Mhm. Quand tu vas choisir un cadeau de Noël, tu vas te baser sur les recommandations de tes proches. Et ça vient pas de sortir. C'est pas la technologie, c'est pas l'IA qui a inventé ça. Empire romain, ils faisaient pareil. Ils écoutaient ce que disaient ceux de leur propre communauté. Bah, la voix du client, c'est extrêmement important parce que il y a une énorme corrélation entre euh, la valorisation d'une entreprise et sa capacité à être bon dans son expérience client. Et comment est-ce qu'on est bon dans son expérience client? Bah, on doit être humble et on doit savoir mesurer. Tu as plein de statistiques qui expliquent ça. Moi, il y en a une que j'aime bien qui parle à tout le monde. C'est qu'aujourd'hui, 70% de décisions d'achat, on va se baser sur de l'expérience client et on va avant tout choisir une expérience client. Et je vais même aller encore un peu plus loin. Dans ta journée, tu te souviens d'expérience. Quand tu ouvres un produit Apple, enfin, c'est un bout de métal, mais c'est l'expérience, c'est la marque, c'est le fait que quand tu vas avoir ce design incroyable, bah, tout ça, ça provoque des émotions. Et nous, les êtres humains, on réfléchit, on prend des décisions en se basant sur les émotions. Et donc, c'est fondamental. D'accord. Alors, la voix du client, c'est pas nouveau, comme tu le disais, ça fait évidemment des années qu'on en parle, voire parfois même des siècles dans certains cas. Pourtant, quand on a préparé l'émission, tu me parlais de transformation digitale et tu m'expliquais que cette transformation d'entreprise, la voix du client, ça devrait être le point de départ essentiel. Tu peux juste clarifier puis expliquer pourquoi ? Parce que ce qui est hyper intéressant avec l'expérience client, et du coup la voix du client, c'est que ça touche toutes les dimensions de l'entreprise parce qu'on parle de client, c'est au centre et une entreprise qui réalise sa mission, à la fin de la journée, elle crée des expériences positives pour ses clients. Et du coup, si tu vas un peu plus loin, tu sais que si tu veux transformer une entreprise, tu dois transformer ta relation que tu vas avoir avec les clients. Et ce qui est intéressant avec les équipes expérience client, les gens qui vont gérer ça dans les entreprises, mais aussi dans les organismes publics, parce que c'est aussi un sujet quand tu vas voter, quand tu vas faire ta carte d'identité, bah, tu as une expérience, tu interagis avec une administration, donc c'est exactement le même sujet. Tu dois réussir à parler à la fois aux équipes opérationnelles, que ce soit du marketing, que ce soit des personnes qui sont sur le terrain, que ce soit des équipes produits, mais aussi à la direction. Et en fait, c'est vraiment
le point de, névralgique qui permet de transformer rapidement parce que tu parles à la fois au business et à la fois à toutes les directions et c'est transverse comme sujet. Et donc c'est pour ça que, tu vois, chez Fidior, on est vraiment convaincus que si tu veux changer le monde, tu dois changer les entreprises, tu dois changer l'entreprise, l'expérience client, la voix du client, c'est là où tu commences. D'accord. Alors la voix du client, c'est de la data. Comment est-ce qu'on collectait cette donnée avant le côté digital et comment est-ce qu'on la collecte aujourd'hui? C'était quoi à l'époque? Quand je dis à l'époque, c'était il y a 20, 30 ans au pré-internet grosso modo? C'était quoi? C'était des enquêtes, téléphoniques, courrier papier, Tu as toujours qui le font d'ailleurs. Tu toujours des tu reçois toujours, dans ta boîte mail, des enquêtes papier. Mmh. Donc il y a eu plusieurs phases. Il y a eu une phase où c'était que de l'oral, quand il n'y avait pas vraiment, cette information et ça date depuis plusieurs, siècles. Maintenant, tu as eu l'arrivée de tout ce qui va être études de marché et cetera, où à la base c'était fait avec du papier et tu en as encore qui fonctionnent avec ça, même si ça peut sembler complètement fou. Tu as eu les notions de: «Je vous appelle pour vous demander, ce que vous pensez du service», et que tu as toujours encore, en 2025, ce qui est un peu fou, mais ouais, tu as eu cette phase-là. Ensuite, tu as eu la phase post, 2000, des années 2000 où là, ça a été digitalisé. Donc là, tu as l'arrivée des enquêtes de satisfaction en ligne et ensuite, post 2010, tu as eu l'arrivée de d'autres canaux. C'est là où tu as les tickets, c'est là où tu as les systèmes de réseaux sociaux qui sont arrivés, c'est là où tu as la e-réputation. Tu vois, tous les avis Google et cetera, ça existait pas au début des années 2000. C'est Google Maps. Ça a explosé dans les années 2010 et ça a permis de donner à la voix du client une force et une présence qui était beaucoup plus importante que juste des enquêtes de satisfaction, je vous appelle ou je regarde les réclamations que vous m'envoyez par papier. Et le point aussi, c'est que aujourd'hui, tu choisis pas forcément ce que vont dire les clients sur toi sur tes avis Google, versus une enquête de satisfaction où tu as le contrôle de A à Z, tu vois. Et le fait de perdre ce contrôle au niveau d'entreprise fait que bah, maintenant c'est fondamental vu que les gens se basent dessus. Et en plus de ça, tu maîtrises pas tout. D'accord. Alors la voix du client, c'est de la data. Qui dit data dit forcément intelligence artificielle, c'est évidemment le sujet du podcast, on va y revenir dans un instant. Juste avant, tu me disais que, en préparant l'émission, que ce sujet justement, on le retrouve historiquement dans les cabinets de conseil qui envoyaient des consultants dans les entreprises, dans les organismes publics pour les aider à analyser la voix du client et à mettre en place des stratégies pertinentes. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Et comment est-ce que toi tu perçois l'évolution de ce monde-là? Est-ce que les cabinets de conseil ont encore un rôle à jouer dans la voix du client? Alors, bonne question. Déjà, oui, tu as toujours, des cabinets de conseil qui vont aider à comprendre les clients, à améliorer les parcours et cetera. Hem Maintenant, le problème de ça, c'est que c'est fait avec, de manière plutôt ad hoc. C'est-à-dire, on va faire une mission pendant 1 an, 1 fois par an, on va écouter, on va faire un baromètre et ça date de l'époque études de marché et tu as plein de tu vois, les Ipsos, les Kantar et cetera, ces énormes entreprises où leur mission, c'était vraiment de dire: «On va vous aider à mieux comprendre vos clients, et on va le faire sous forme de prestations, sous forme de baromètre». Et donc oui, tu as toujours ça. Maintenant, tu as de moins en moins ça dans des entreprises qui sont plutôt tech et tu l'as de plus en plus, enfin, c'est vraiment une échelle. Si tu vas dans des administrations, là, pour le coup, ça fonctionne encore énormément avec ça. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, l'IA, ça bouleverse tout parce qu'en réalité, une analyse que va te faire un consultant sur, bah, quel est le point de vue des clients, quels sont les irritants, quelles sont les opportunités, quel est l'impact de chaque action. Ce que va faire globalement un consultant dans une mission de conseil à te remettre un rapport, bah, c'est ça qui est passionnant. C'est qu'aujourd'hui l'IA, ça permet vraiment d'apporter une valeur, qui est pas encore au même niveau, hein, évidemment, mais qui arrivera un jour. D'accord. Ça veut dire que, l'IA pourrait remplacer le rôle de consultant dans ce secteur? Tu un jour où oui, ça remplacera, Ouais. et en fait, bah, ça remplacera ou ça leur donnera des super pouvoirs et ça leur permettra de faire beaucoup plus. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va te challenger. OK, je comprends. Alors du coup, c'est peut-être le moment de dire 2 mots de Figure, donc l'entreprise que tu as cofondée. Vous faites quoi exactement et comment est-ce que vous intégrez la voix du client dans votre stratégie? Carrément. Bah, alors nous, Feeder, on est parti d'un constat qui est assez simple, c'est que si tu veux changer le monde, tu dois transformer l'entreprise, voix du client. C'est ce que j'ai expliqué au début. Tu veux transformer une entreprise, tu es une startup de 10 personnes, la voix du client, en réalité, c'est très facile, tu as pas vraiment de sujet. Quand tu t'adresses à une entreprise de 3 000 à 4 000 collaborateurs jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs et une administration qui existe depuis 50 ans à, un retailer où tu as 500 magasins, en fait, écouter tes clients, savoir ce qu'ils pensent et prendre des décisions sur ça, c'est extrêmement complexe.
Et du coup, nous, ce qui nous intéresse, ce qui nous passionne, c'est de réussir à gérer cette complexité pour aider ces entreprises, ces organismes à aller plus vite, à se transformer plus rapidement. Et du coup, on construit une techno qui permet de faire de bout en bout, ce que ferait un peu un analyste. On va déjà centraliser toutes les sources de voix du client, donc e-réputation, enquête, tu vas retrouver les réseaux sociaux, tu vas retrouver les réclamations, tu prends et les enquêtes de SAT, tu prends tout ça, on va venir faire des corrélations un peu avec la donnée business, tu vois? Ce que tu vas retrouver dans des CRM, donc vraiment heu, c'est qui mon client, combien il a dépensé, c'est quel magasin, qui est en charge de ce magasin, donc du contexte. Et ensuite, l'IA, je pense dans le podcast, ça en parle à chaque fois, c'est que tu as besoin de contexte pour que ça fonctionne. Et du coup, on a ce contexte, on a fait cette plomberie. Et du coup, une fois qu'on a le contexte, on va détecter en temps réel avec notre analyste les irritants, les opportunités. On vient les quantifier, on vient faire des plans d'action et on vient faire des rapports. Tu veux faire un rapport niveau national une fois par an? Facile. Tu as 500 magasins, tu veux faire 500 rapports toutes les semaines, bon courage. Et c'est là où, tu vois, on parle vraiment de gagner du temps, gagner du temps, gagner du temps, gagner du temps. Et notre business model, il est vraiment basé sur ça aussi, où on a la conviction de dire, en fait, on gagne quand nos clients gagnent du temps, tu vois. D'accord. Si tu prends l'exemple d'un, je sais pas, d'un supermarché ou d'une boutique, qui a plusieurs magasins en France, ça veut dire que chaque semaine, chaque vendredi, le manager peut avoir en temps réel ou presque, Ouais, c'est du temps réel. ce que D'accord. les clients ont dit la semaine précédente sur leur C'est expérience. ça. Et par contre, c'est pas juste du quantitatif de ils sont contents, pas contents. C'est non, tu as un problème dans pour te donner un exemple très concret, tu as un problème de rongeur dans un magasin. Tu as une signalisation qui est cassée. Ça crée des irritants, tu perds par rapport à tes concurrents qui ont pas ces problèmes-là. Tu dois réagir. La question, c'est est-ce que tu vas mettre 6 mois à capter qu'il y a un problème ou pas? Nous, notre conviction, c'est de dire: «Non, tu vas le comprendre dans la semaine». Et du coup, c'est là où tu as justement, où l'IA change tout. C'est qu'en fait, si tu dois traiter des dizaines de milliers de verbatim toutes les semaines et que tu as une équipe de 2 personnes pour faire ça, eh ben, bon courage. D'accord. OK, oui, forcément et cette information-là, à quel point est-ce qu'elle peut être fiable? Je veux dire, parfois, tu peux avoir des clients un peu excessifs, qui ont été mécontents, qui s'expriment de manière un peu véhémente en ligne. À quel point ça reflète la réalité? En fait, ma question, c'est est-ce qu'il y a un gap entre ce que les gens disent et la réalité du terrain? Ouais, tu un détail en fait, c'est tu parles tu l'expérience, c'est des émotions. Ouais, exactement. Ce qui est hyper important, on l'a dit au début, mais le revers de la médaille, c'est que c'est aussi subjectif. Tu as ce côté de on a tous des émotions différentes, dans des situations similaires. Tu as, en fonction des couleurs, en fonction de la personne que tu as eu en face, tu vas avoir une émotion différente. Et c'est là où ce qui est génial avec l'IA et du coup les transformations qui ont eu lieu, enfin plutôt les ruptures qui ont eu lieu dans les dernières années, c'est que ça permet de quantifier en fait. De dire en fait, tu as un problème de rongeur dans un magasin, c'est pas un client qui a lancé, c'est 10 clients. Et d'ailleurs, il y a 3 semaines, on l'avait jamais vu avant. Donc il y a un problème, tu vois? Mais c'est vraiment cette idée de dire: «C'est mon contexte, il y a du volume et quand je croise les 2, bingo». Et maintenant, ce qui est assez, pour aller dans ton sens, mais plutôt au contraire, c'est qu'en fait, en général, quand tu as un feedback, tu as plutôt 9 personnes qui vont pas s'exprimer. Du coup, quand tu as un problème, en réalité, ça impacte en général beaucoup plus de personnes. Et du coup, quand on vient faire des impacts financiers, des impacts sur des indicateurs en se basant sur des irritants, je te redonne l'exemple des rongeurs, bah, en réalité, nous, ce qu'on vient donner, c'est plutôt une vision qui ne représente pas la réalité, qui est adoucie, parce qu'en vrai, tu as plein de gens qui vont pas prendre le temps d'aller mettre un avis sur Google, d'aller répondre à une enquête de satisfaction. Et là encore, j'invite les auditeurs à aller regarder leur boîte mail, taper Mmh, il y en a beaucoup effectivement. avis ou enquête. Bah, tu vois, il y en a une petite, et du coup, tu le fais que quand tu as vraiment un problème ou que quand tu as vraiment été extrêmement satisfait, tu vois? Et du coup, alors que change l'intelligence artificielle? Alors une fois de plus, je le répète à chaque fois que je fais un épisode de podcast, mais l'IA, c'est pas nouveau, ça existe depuis des décennies. Seulement, on en parle beaucoup depuis la sortie de l'IA générative et ChatGPT en 2022. Aujourd'hui, on est fin 2025 quand on enregistre cet épisode. Qu'est-ce que l'IA change dans le traitement, dans la voix du client et quels sont ses avantages? La voix du client, c'est du à la fin alors, même si tu as de la voix, à la fin, tu peux le transformer en texte. C'est du texte, d'accord? Ce que vont dire les clients à la fin de la journée, ce qu'on appelle voix du client dans notre métier, ça reste du texte. Le texte, et ben, il se trouve que l'IA, c'est vraiment incroyable pour ça. Et tu as eu plusieurs phases. Tu as eu une là encore, on n'a pas attendu, les LLM pour faire ce qu'on fait. C'est juste que nous, on a dû reconstruire notre produit en partant de zéro, fin 2023. C'est pour ça qu'on allait chercher de l'argent. On a fait une levée de fonds pour ça, pour enlever notre produit qui fonctionnait avant sur des modèles BERT,
Donc globalement, c'était des modèles, heu, créés par Google, comme, la genèse des LLM, c'est la même équipe. Dans des modèles BERT, qui est un peu l'ancêtre des LLM, tu avais cette notion de transformers que tu retrouves, on en entend parler partout avec LLMs. Bah, tu l'avais aussi. Cette notion d'attention, c'était pas aussi large, le contexte n'était pas aussi gros, mais tu l'avais aussi, et c'est juste qu'on le faisait beaucoup moins bien. Les modèles BERT, c'était utilisé dans la voix du client avant, hem OpenAI et ChatGPT 3.5, c'était utilisé pour faire juste de l'analyse de sentiments, dire content, pas content, et de la détection d'entités. Alors, tu avais quelques autres use cases, mais c'était très, très mineur. Et en fait, c'était des modèles qui étaient entraînés sur des bases de données type les avis Amazon. En France, on avait Amazon Allociné pour pas que ça soit biaisé que sur des produits. Ils avaient entraîné le modèle en mixant des avis de films et des avis de produits. Comme ça, c'était assez neutre, tu vois. Mais c'est assez intéressant la façon dont c'était fait parce que c'est des avis qui sont publics. Tu as une note qui est liée à un verbatim. Et du coup, pour entraîner un modèle, ça marche vachement bien de dire en fonction du texte, tu vas prédire la note, tu vois. Et tu peux comprendre que pour faire de l'analyse de sentiments, ça marche vachement bien. Parce que le texte est lié au score de 1 à En 5. en quelle année tu as créé, Figure? On s'est lancé à 100% dessus. Moi, j'avais un business, je vendais des thèmes WordPress à la base, que j'ai revendu en 2020. Et 2020-2023, on fonctionnait qu'avec des modèles BERT. D'accord. Donc vraiment l'ancêtre. Et ce qui est rigolo, c'est que ça vient aussi de si tu creuses vraiment la genèse de tout ça, ça vient de Google Translate, quoi. Plus ou moins, c'est quand c'est de la gestion de texte, tu dois comprendre le sens des mots, et qui ont été des sujets qui ont été gérés par Google des années 2010, 2011, 2012, 2013, BERT 2018, Transformers dans ces eaux-là, et c'est là où tu as l'arrivée des LLM qui ont tout changé. Et en fait, pour nous, là où ça a tout changé, c'est qu'on a dû refaire, je te dis, toute notre tech en partant de zéro. On prend les 3 ans, on tout part à la poubelle. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est quand ChatGPT est sorti, fin 2022, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit: «Oh bah, il faut tout recommencer de zéro», tu t'es dit: «C'est génial, j'ai un nouvel outil»? Ah non, je me suis dit: «C'est génial» parce qu'en fait, ça résout le problème qu'on n'arrivait pas à résoudre avant. Et là où les LLM ont tout changé, c'est que tu peux prendre le contexte, et du coup, tu n'as pas besoin de faire de fine tuning de manière précise. Tu as besoin d'avoir, un RAG, donc tu as besoin d'avoir, des une grosse base de données qui est dans le même langage pour que ça soit simple que des LLM. Donc c'est des gros vecteurs. Tu prends tes verbatims, dedans, tu as pas juste du texte, un avis, tu as la langue dedans, tu as le sens, tu as est-ce que tu as énormément de contexte. Et ça, cette notion d'encoding, en fait, tu l'avais pas avant. Enfin, c'était pas, tu l'avais pas à notre niveau, en tout cas au niveau applicatif. Et du coup, ça te permet tous les cas d'utilisation de faire des plans d'action, de comprendre le contexte de ton client. Si je te prends le retailer, des retailers, ils ont tous leur propre contexte. Il y en a qui appartiennent à des groupes, il y en a qui ont des franchisés, et cetera. Ce contexte, tu l'avais pas parce que c'était entraîné avec Halluciné. Enfin, tu vois, du coup, forcément, au niveau des résultats, tu pars de quelque chose où ça marchait, mais c'était pas du tout personnalisé. Tu avais des plans de thématiques où tu avais problème, service client, mais tu savais pas c'était quoi le problème. Tu vois, par exemple, problème de rongeur, personne n'allait entraîner un modèle sur ça. Et en fait, ce qui est vraiment génial avec LM, c'est que tu permets de multiplier les use cases, les cas d'utilisation sur l'analyse, qui sont bien plus riches si et seulement si tu as le bon contexte. Parce que ce que tu veux éviter à tout prix, c'est d'halluciner. C'est que tu dois te baser que sur ce que tu as. Tu veux pas commencer à inventer des, des problèmes quand il n'y en a pas, Mais tu vois. justement, tu soulèves un point important parce que les hallucinations, c'est quand même, un peu, inhérent à l'IA générative. Comment tu fais pour, pas que l'IA dise n'importe quoi, qu'elle invente des données ou qu'elle dise à un client, «Bah, voilà, ce client a été mal reçu parce que le vendeur était mal luné, ça s'est mal passé» et le type se fait taper sur les doigts alors qu'il y est pour rien, c'est juste l'IA qui a halluciné. Tu vois? Ouais, comment est-ce que tu gères ces situations, d'hallucination? Tu as plusieurs leviers. Tu as un premier levier, c'est de mettre la bonne architecture. Ce que je veux dire par là, c'est que tu envoies pas tout dans un prompt comme si tu copiais-collais, tous tes avis Google en ChatGPT et tu lui dis: «Trouve-moi des les problèmes». Tu fais ça bien avec, une technologie moderne, un RAG, avec des points de contrôle, avec de l'observabilité. Donc déjà, tu as la bonne architecture, et ensuite, tu as le bon message avec tes clients. C'est que si tu veux que des décisions soient prises par rapport à ce que l'IA va te suggérer. Là encore, c'est pas l'IA qui prend des décisions.
l'IA fait des suggestions, fait gagner du temps, mais c'est pas l'IA à la fin qui va enlever les rongeurs de ton magasin, tu vois? Donc tu vois, tu as besoin de tu à un moment donné et du coup, on apporte le plus de contexte. On dit quand on est bon, on dit quand on n'est pas bon. Quand on détecte un problème, on vient dire combien de personnes ont été affectées et on peut te retrouver personne par personne, enfin avis Google par avis Google, réclamation par réclamation, ce qui a été utilisé. Et du coup, on revient toujours à la source. Et ça, ce que ça permet de faire, c'est justement de gagner une confiance, de dire on va pas être bon à chaque fois. On va essayer d'aller vers un taux de précision qui est le plus proche de 100, mais on n'y sera pas. Ça sera 99, ça sera Comment on gère la vérité dans la voix du client? Par exemple, si tu as des trolls, qui souhaitent descendre l'image d'une marque parce que pour une raison X ou Y, ils ont décidé de pas l'aimer, comment est-ce que tu pondères c'est justement les mauvais avis avec les bons avis? ouais, tu pondères sur le volume et tu viens regarder tu viens regarder sur le temps, en fait. Tu viens rajouter, en fait, c'est toujours la même chose, c'est du contexte. C'est si tu as le contexte, c'est le temps. Là, en l'occurrence, c'est un contexte assez simple à avoir. Et ensuite, c'est une notion de volumétrie. Si tu as une personne qui dit que tu as un problème, bah, c'est pas très actionnable, c'est un renseignement qui est pas très, tu peux pas en faire grand chose. Par contre, si tu as 10 personnes, 10 clients qui te remontent le même problème la même semaine, Mmh. tu as un problème. Et ce qui est intéressant aussi justement avec, l'IA générative et avec les LLM, c'est que ce contexte, tu peux le faire sous forme de, nous ce qu'on appelle dans la plateforme des instructions. C'est que tu as aussi des éléments où tu n'y peux rien. Tu en tant que la voix du client, tu bosses avec, la télé tu pour la SNCF, les trains en France, tu analyses la voix du client, tu dois voir les prix tout le temps. Enfin, tu vois, tu n'y peux rien, tu peux pas en faire grand chose. Donc en fait, dans ton analyse, tu dois réussir à l'enlever parce que c'est pas des leviers sur lesquels tu peux agir et surtout, tu dois le voir partout. Alors que si tu dis: «Bah, attends, moi», par exemple dans Feeder, les problèmes de prix, je veux que tu me dises quand il y a des problèmes de facturation, quand il y a des problèmes, mais me dire que c'est trop cher, ça m'aide pas à m'améliorer, je le sais déjà, c'est déjà identifié, tu vois? Mais ça, ce degré de contextualisation, de personnalisation, impossible à faire avant l'LLM. Juste pas du D'accord. tout possible. Et est-ce qu'il y a alors tu disais que tu travaillais avec des acteurs publics et privés. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité ou des entreprises, qui sont plus matures que d'autres? Spontanément, j'aurais tendance à dire que le secteur public est un peu moins mature sur le sujet que les entreprises privées, mais peut-être que je me trompe, je sais pas, dis-moi? Oui, tu as des entreprises qui sont beaucoup plus matures. Déjà, les entreprises technologiques, de base, tout ce qui va être, start-up, scale-up, sont extrêmement matures. Tu as une grosse différence géographique aussi. Tu as plus de maturité en Amérique du Nord, par exemple, qu'en France, et en Europe, hein, d'ailleurs, en général. Et tu as aussi une différence de secteur. Donc les secteurs qui vont être B2C vont être plus matures que les secteurs qui vont être B2B, qui vont être moins mature que le secteur public, pour être, ce qui peut être un peu surprenant, mais une entreprise B2B, moi je me suis déjà retrouvé en face d'une banque en France qui m'a dit, «Ah mais nous nos clients on les connaît, vous inquiétez pas, mais tu as Revolut qui arrive, t'inquiète pas, il est» enfin tu vois? Oui, tu connais tes clients certes, mais est-ce que tu les connais vraiment? Enfin tu vois? C'est est-ce que tu connais vraiment leur, et parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec la voix du client, c'est que tu dois savoir être humble. Tu dois savoir dire: «Je vais écouter mes clients» et en réalité, l'État, tu vois, tu es obligé de passer par l'État, donc le tu vois, le service public, c'est pas une option, tu pas tu c'est un mono entre guillemets «un monopole», tu vois? Donc en fait, tu n'as pas le choix. Alors que le B2C, tu as le choix, il y a beaucoup de concurrence et du coup, ils sont beaucoup plus matures sur ces sujets-là et le B2B, tout en bas de l'échelle, parce qu'ils ont des relations qui en général durent très longtemps et de l'insatisfaction n'est pas forcément liée avec du churn. Parce que tu peux avoir des contrats, parce que tu peux avoir le fait que, tu as des partenariats et cetera, que tu as pas vraiment dans le B2C. Si tu es pas satisfait de j'utilise beaucoup, Lime par exemple, je suis pas satisfait de Lime, je prends le concurrent de Lime, tu vois? Mais j'ai pas un contrat avec eux qui me lie pendant plusieurs années et ni j'ai pas interlocuteur au téléphone comme tu l'aurais dans le cas du B2B. D'accord. Est-ce que tu as des cas, des situations où, effectivement ton client te dit: «Bah, moi je connais mes clients, il y a pas de problème, on connaît, les irritants ou ce qui va bien» et l'IA, la voix du client, lui dit autre chose ou met en évidence un irritant majeur que l'entreprise soit n'avait pas vu, soit refusait de voir? Il y a un côté un peu déni quelque part, tu vois? Ouais, c'est ça qui est trop bien, c'est qu'en fait, l'IA, tu as plein de défauts à l'IA, mais tu as un avantage, c'est que ça a quand même alors ça a des biais, on est bien d'accord, hein. Je remets pas en cause le fait qu'il y ait des biais, dans les modèles et cetera, mais ça a moins de biais que quelqu'un qui bosse 20 ans dans la même entreprise et qui écoute les clients depuis 20 ans, tu vois? Donc en fait, ça va quand même te donner une vision qui est la plus transparente possible, qui est la plus factuelle
Et ça va aussi être, là encore, c'est la bonne architecture, si tu es transparent sur les taux de précision, et cetera, ça va aussi être plus Et tu précis. as déjà eu des clients qui te disent: «Non, non, mais je vous crois pas, c'est pas vrai», comment tu prépares, en fait? Est-ce qu'il y a un côté accompagnement du changement comme, ce que font ou ce que faisaient les cabinets de conseil dont on parlait tout à l'heure? Oui, mais alors, pour répondre à la première question, est-ce que ça nous est déjà arrivé? Non, parce qu'à chaque fois, on revient à la source. Donc les problèmes, on les invente pas, on retrouve les clients qui l'ont dit. Tu vois? Donc d'où l'idée, tu vois, de il y a pas d'hallucination. À la fin, je peux te dire si tu as un problème, je peux te dire d'où il vient parce que je peux te donner le nombre de verbatim et je peux te retrouver les verbatim qui ont fait. Donc quand je dis verbatim, je parle justement de ces petites pièces de voix du client justement. Ça peut être un ticket, ça peut être une mention sur Instagram. À la fin, c'est du texte avec une information qui est destinée à l'entreprise. Hem Et pour répondre à ta deuxième question, oui, tu as une notion de conduite du changement, simplement parce que tu vas venir changer l'interne. Tu as des façons de faire, que ça soit au niveau produit, que ça soit au niveau marketing, que ça soit au niveau qualité, que tu viens un peu challenger parce que tu vas dire: «Bah, attendez, il y a un problème là». Mais ce qui est intéressant et tu vois justement pour cette conduite de changement pour aller plus fort, plus vite, c'est aussi de remonter le positif. De dire: «Attendez, il y a un problème là, mais vos clients, ils sont aussi hyper satisfaits sur ça» et justement, quand je te dis que l'IA, elle va pas rechercher que des problèmes, c'est que les modèles, ils sont pas entraînés spécialement pour faire ce qu'on fait. D'où la grosse différence avec les modèles BERT dont je te parlais tout à l'heure. C'est que du coup, bah, c'est aussi bien pour trouver ce qui fonctionne pas que ce qui fonctionne bien de manière neutre, sans biais. Aujourd'hui, une entreprise qui n'est pas, forcément, très mature sur le sujet, qui est l'interlocuteur qui doit s'emparer de ce sujet? C'est qui tes interlocuteurs, toi? Est-ce que c'est plutôt, par exemple, le côté RH parce que la voix du client a un impact sur le travail, donc les managers, donc les équipes doivent être au courant? Est-ce que c'est la partie customer success, la partie marketing, commerciale? Bah, c'est ça qui est rigolo et qui est challengeant dans notre métier, c'est que vu que tu parles aux clients, tu parles enfin, ça touche tout le monde et tu as des entreprises qui sont suffisamment matures et d'ailleurs, des services publics aussi, hein, qui ont un service, une organisation c'est leur métier de faire ça. Ça va de customer intelligence, intelligence client, pour les plus matures, à expérience client à satisfaction/voix du client et si tu vas dans LinkedIn, tu vas dans ta barre de recherche, tu voix du client tu vas voir qu'il y a des milliers de personnes qui ont cette position. Pareil pour, Customer Experience Manager et cetera donc tu des et ça, c'est leur métier. Leur métier, c'est: j'écoute mon client, je comprends les problèmes, je les analyse, je prends une décision sur ce qu'on va régler, ce qu'on va pas régler et je le remonte et je fais en sorte qu'on avance parce que moi, ma mission, c'est de mettre le client au centre des décisions. Les entreprises qui sont moins matures, si tu descends dans l'échelle justement de la maturité, tu vas te retrouver avec des personnes qui sont plutôt en marketing, qui vont avoir cette casquette-là, parce qu'ils vont gérer des enquêtes de satisfaction, parce qu'ils vont être dans les parcours d'achat, et cetera. Tu vas avoir plus pour le B2B des personnes qui vont être dans la qualité. Donc là, à la fin, proche aussi. Et le dernier, c'est ce que tu as mentionné sur la partie service client. Et je mets customer success, c'est un peu différent, d'accord, mais l'idée, c'est des personnes qui sont en front, avec ton client. Donc tu as vraiment différentes maturités, tu vois, entre les tailles d'entreprise et les secteurs aussi. D'accord. J'aimerais juste qu'on parle un moment de retour sur investissement. Quand on déploie une solution comme Figure, par exemple, le but c'est, de comprendre ce qui va pas. Est-ce que tu as des calculs, des données, des chiffres qui montrent que faire ce travail, ça a un impact sur le business et s'il y a un retour sur investissement qui est probant? Bah, c'est un peu le challenge, qu'ont beaucoup de solutions IA. Moi, je vais t'expliquer notre point de vue, mais c'est sûr que c'est plus compliqué que, le cas d'utilisation dans l'expérience client qu'il s'agit de remplacer des agents. Nous, on vient remplacer personne, on vient améliorer la productivité de personnes qui sont en place dans l'entreprise et si on remplace quelqu'un, c'est plutôt on remplace une mission de conseil, une fois par an, tu vois? Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, dans des centres de contact, tu as des notions de coût par minute que nous, tu vas pas retrouver. Par contre, ce qui est intéressant dans notre métier, c'est que on va faire gagner beaucoup de temps et du coup, ce temps, on va essayer de le quantifier. On va dire: «Bon, bah, OK, tu veux lire, 1000 verbatim, un client toi-même, ça te prend combien de temps?» Donc on fait ça en quelques secondes. Tu vois? Et du coup, on va essayer de quantifier le travail qu'on va venir automatiser, le travail manuel et donc globalement, ça va être le fait de détecter des irritants, donc qui est basé sur la lecture de verbatim. Ça va être la création, la génération de plans d'action. Ça va être la génération de rapports. Faire un rapport où tu dois faire un Excel, refaire tes présentations, tes graphiques, et cetera. Nous, on fait ça en un clic. Et du coup, on va venir quantifier la valeur à ce niveau-là.
Et ça, c'est vraiment au niveau, feature, c'est notre use case. Maintenant, moi, ce que je trouve hyper intéressant dans ce qu'on fait, dans le monde de la voix du client, c'est que tu as des Américains qui ont fait des recherches. Tu as le cabinet, Bain, c'est celui qui a inventé le Net Promoter Score, le NPS, que vous avez déjà tous vu dans vos boîtes mail. C'est la question, «Comment recommanderiez-vous de 0 à 10?» et cetera. Ça, c'est inventé par par un cabinet de conseil, aux États-Unis, Bain, je crois que c'est 2002 ou 2003, par Friedrichsman. Et ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur s'est amusé à prendre tous les NPS, donc là, qui représentent à la fin, c'est ce que tu es bon ou est-ce que tu es, alors c'est plus compliqué que ça, mais ça peut représenter ce que tu es bon ou pas en expérience client. Tu prends un Tesla, Apple, Amazon, c'est les meilleurs NPS du monde. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a catégorisé la valorisation boursière des entreprises publiques qui sont dans le top, tu vois, 10 niveau NPS, donc ont les meilleurs scores au niveau de la voix du client, au niveau de l'expérience client. Et en fait, tu te rends compte que leur valorisation et leur capacité à innover est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante. Et le facteur, c'est 50, de mémoire, que bah, les entreprises, le S&P 500, donc les 500 plus grosses entreprises américaines en bourse. D'accord, OK. Est-ce que toi, François Forest, tu t'exprimes en ligne quand tu, vis une expérience qui n'est pas à la hauteur de tes attentes? Ah oui, carrément, je suis un énorme, enfin énorme, je suis contributeur sur Google, pas mal. Tu vois, sur mon profil, je crois que tu peux me retrouver, je crois qu'il y a tu peu de personnes qui ont partagé leur profil Google OK. dans des podcasts. Non, je suis contributeur, moi j'aime bien partager des photos, des expériences parce que je pense que c'est hyper important. Moi, je prends beaucoup de décisions basées sur ça, même sur Amazon, enfin, dès que j'achète quelque chose. Mmh. Et je pense que ça donne du pouvoir. En fait, je pense que derrière ça, ça donne du pouvoir aux consommateurs. Tu vois, le fait que les services publics, bah, parfois tu peux rien dire, tu peux même pas donner ton feedback quand ça fonctionne pas. Maintenant, c'est plus le cas. Par exemple, en France, tu as toujours un «je donne mon avis», mais tu vois, c'est les entreprises sont humbles et ensuite c'est est-ce qu'elles réalisent leur mission? Oui ou non? Et si tu réalises ta mission, bah, à la fin, moi quand je vais interagir avec un restaurant et que j'emmène ma copine au restaurant, j'ai envie de repartir de ça, j'ai passé une bonne soirée. Et la réalité, c'est que j'ai plus de chances de passer une bonne soirée dans un restaurant qui est noté 4,8 par 5 000 personnes que dans un restaurant qui est noté 3 par 4 personnes, tu vois? Et du coup, ce qu'on a tous en tant qu'être humain, c'est du temps. Et du coup, tu prends des décisions. Ces décisions, moi, je préfère les baser sur pour vivre des expériences qui sont trop bien. Et j'emmènerai pas, dans ma tombe, mon MacBook. J'emmènerai mes mes souvenirs. Et mes souvenirs, c'est des expériences. Donc oui, je partage mon point de vue sur mes expériences. Que ce soit positif ou négatif? Ouais, carrément, Ouais. carrément. Et comment on fait pour enfin, comment les entreprises font pour capter la voix du client, des gens qui sont pas comme toi, des clients silencieux, cette majorité silencieuse qui a vécu une mauvaise expérience, mais qui se dit: «Bon, bah, c'était pas une bonne expérience, mais j'irai plus dans ce magasin, mais je le dis pas», tu vois? Ouais, bah, ça, c'est la partie, qu'on va appeler comportementale. C'est que du coup, tu vas pas te baser sur ce que les clients vont dire, parce qu'ils vont pas s'exprimer. Mais là encore, c'est-à-dire que tu es déjà suffisamment apte pour écouter, ce qui est déjà un problème, ce qui est pas le cas de tout le monde. Mais si tu écoutes et qu'ils s'expriment pas, bah, à la fin de la journée, comportement. Est-ce qu'ils reviennent? Est-ce qu'ils achètent? Est-ce qu'ils achètent pas? Est-ce qu'ils achètent plus? Est-ce qu'ils achètent moins? Mais c'est des données comportementales. Et ça, pour le coup, c'est plus de la, alors, tu as aussi des notions d'IA, bien sûr, pour trouver des corrélations et compagnie, mais c'est moins de l'IA générative, parce que c'est pas du texte, c'est de la donnée, de base de données globalement, et ça vient pas de sortir. C'est des sujets pour le coup qui existent depuis plusieurs années. D'accord. Et quand un client va dans un magasin, donc on est dans le B2C, secteur a priori plutôt mature sur le sujet de la voix du client. Est-ce que, selon toi, selon ta connaissance du terrain en tout cas, est-ce que les vendeurs, est-ce que les commerciaux sont formés au sujet justement de l'expérience client? Est-ce qu'ils sont assez formés? Ou alors je pense que c'est hyper dur de te donner une réponse générale générique pour tout le monde. Je pense que oui, ils en sont au courant, et en fait, une des raisons, et peut-être c'est d'ailleurs un des enjeux de beaucoup d'entreprises par rapport à ça, c'est qu'ils sont, incentivés. Ils ont leur bonus parfois qui dépend énormément de leur note NPS, et du coup, dans les plans de commission, tu retrouves ces indicateurs d'expérience client. Le problème de ça, et il y a un exemple que j'aime bien donner à chaque fois, c'est que, le cerveau humain, quand on lui met une incentive, il va la maximiser. Et du coup, tu as des opérateurs, en France, où, bah, quand on va t'installer, ta box chez toi, on va te dire, «Pour l'activer, vous allez recevoir une enquête, il faut appuyer sur 10».
Ah oui, tu as 10 là, tu bon, hein, mais tu vois? Et c'est là où c'est un peu la limite du système aussi, c'est qu'en fait, oui, ils sont sur le ils mais il faut pas que ça soit bloquant. Le but, c'est pas de enfin, il y a toute une thèse justement sur le fait d'inclure ces indicateurs dans les rémunérations et c'est pas si facile que ça parce que du coup, tu peux vraiment avoir des abus. Et si tu as un abus, à la fin, tu vas pas construire une bonne expérience client, donc ça te revient un moment dans la tête. D'accord. Quand je parle à mes invités, quand on parle d'IA, un sujet qui revient régulièrement, c'est le fait que l'IA pourrait remplacer certaines missions ou certains emplois. Dans ton cas, dans le contexte de la voix du client, est-ce qu'il y a des missions ou des métiers, qui sont remplaçables, par l'intelligence artificielle? Est-ce que des gens qui travaillent dans la customer intelligence, customer insight pourraient se sentir un peu menacés par l'IA? Alors, la première réponse, c'est non. Tout simplement parce que si tu prends des entreprises qui sont très grosses, leur équipe Customer Insight, Customer Intelligence, Customer Experience, en fonction de leur maturité de ce point, c'est-à-dire, c'est toujours quelques personnes qui se comptent sur les doigts d'une main. Tu prends un groupe comme La Poste, ils sont pas 500 à écouter ce que disent les clients. Tu prends la SNCF, c'est pareil, c'est toujours des petites équipes et elles sont surchargées. Nous, on les appelle les transformation heroes chez Fidger, tu vois? Pour te dire, c'est qu'en fait, ils ont des comptes à rendre à la direction, ils ont des comptes à rendre au commerce, ils ont des comptes à rendre aux produits, ils ont des comptes à rendre en relation client, ils ont des comptes à rendre à tout le monde. Et du coup, c'est des gens qui sont des petites équipes limitées, où tu as un ROI, comme on en a parlé, qui est pas si évident parce que tu le vois sur la valorisation, tu le vois sur un avantage compétitif, mais c'est beaucoup moins cernable qu'une équipe commerciale. Et du coup, nous, notre but, c'est vraiment de leur donner des super pouvoirs avec l'IA. Donc, on n'est pas là pour les remplacer. Par contre, là où c'est vrai, c'est que oui, on vient se positionner parfois en front avec des missions de conseil. Parce que, bah, aujourd'hui, la façon dont ils le font il vient pas de sortir, c'est ils le faisaient avec, une entreprise qui est dans le conseil. Et maintenant, ce qu'on essaye de faire le plus, c'est justement de se dire: «Bah, OK, en fait, on peut travailler aussi avec ces cabinets-là». Et on peut aussi dire: «Mais vous connaissez déjà le contexte du client. Du coup, utilisez notre technologie pour apporter plus de valeur à votre client». Et comme ça, tu vois, on accompagne aussi toute la filière. D'accord. Qu'est-ce qui te plaît dans ton métier? Qu'est-ce qui te fait sortir du lit le matin, François? Ouh là, bah, alors plein de choses, du coup, j'ai aussi la casquette fondateur, donc tu as le côté, entrepreneuriat qui me plaît beaucoup. Mmh. Bah, plusieurs choses. Le 1er, c'est que je pense qu'on apporte vraiment une vraie valeur aux clients qu'on adresse et je suis convaincu, tu vois, tu as toute une notion de si tu veux changer les entreprises, oui, tu as des entreprises à mission, oui, tu as des entreprises, mais à la réalité, c'est que tu prends un La Poste, tu prends un transporteur de 10 000 personnes, il a un impact sur la société qui est économique, qui est compétitif pour la France, qui est social avec le nombre de personnes qu'il emploie, qui est énorme. Et tu vois, aider et trouver des moyens, des leviers pour aider ces entreprises à se transformer, ces organismes, ça me passionne parce que je suis convaincu que si tu leur permets d'aller plus vite, tu as un impact qui est énorme. Tu vois, tu arrives à améliorer, les process de la poste de 5. Tu fais beaucoup d'économies d'énergie, tu fais beaucoup d'économies, tu as un impact social qui est important et du coup, le fait de pouvoir faire ça, ça me passionne. L'autre sujet qui me passionne, c'est que je suis dans un métier où on parle pas à une verticale, tu vois? On s'adresse pas à la logistique. On parle autant à des entreprises dans la défense, où les clients, ils en ont qu'un seul, mais les utilisateurs finaux, ils en ont plein parce que ça peut être, l'armée globalement, qu'à des banques, qu'à des régions, qu'à des transporteurs, qu'à des boîtes du retail, qu'à des marques de produits, tu vois? Et ce côté de dire, en fait, c'est toujours le contexte est toujours différent mais le problème est le même, bah, fait que je m'ennuierai jamais parce qu'en fait, il y a de quoi faire, tu vois? Pour finir, peut-être une dernière question, c'est quoi tes modèles d'entreprise, qui sont vraiment exemplaires quand on parle de la voix du client? Alors je sais que tu vas me citer Apple, tu vas sans doute me citer Telsa et cetera, mais si on exclut ces évidences, en France ou dans le monde, c'est quoi les deux trois entreprises qui vraiment font un excellent boulot en matière de voix du client et de customer intelligence? Je vais te citer, Aromazone, ce qui est un retailer, un peu plus récent que d'autres retailers, mais où tu as la CEO qui va lire des verbatim, et tu as, une expérience et d'ailleurs un succès commercial qui montre bien que le client est au centre, que chaque sujet client est important et où tu as le lien de ce que vont ressentir. Il y a un vrai lien avec les clients et il y a une vraie reconnaissance.
et je trouve que ça, c'est vraiment très beau, alors que c'est une entreprise qui cartonne, tu vois? Donc ils pourraient dire: «Bah, on est les meilleurs, on en a pas grand chose à faire de de ce que disent nos clients». Je peux aussi te citer, alors tu as Decathlon, mais qui est un peu l'exemple bien connu en France, où, en France, ils sont, tu vois, si tu compares à des Amazon et cetera, c'est un peu notre équivalent, où je pense que côté NPS, ils sont très, très, enfin côté, tu vas sur le site de Decathlon, on te demande ce que tu penses. Tu vas prendre un produit, on te demande ce que tu penses. Tu vas dans un magasin, on te demande ce que tu penses. Donc ça, c'est le cas. Et après, moi, j'aime bien aussi, j'aime bien Grand Frais. Dans le retail, je trouve qu'ils font ça très bien aussi. Je trouve que l'expérience d'achat, elle est top. Je trouve que l'image de marque, elle est top. Je trouve que c'est aussi une entreprise qui grandit, mais qui arrive à avoir des valeurs qui sont vraiment top et qui met le client au centre. Et donc je trouve ça, c'est des exemples qui sortent un peu de l'ordinaire, mais et qui sont pas des boîtes tech de base, tu vois? Mais qui font ça très bien et qui se disent pas: «On est les meilleurs», et qui sont capables d'être humbles, d'écouter, de mettre le client au centre et d'agir. Et ça, je trouve ça, remarquable. Et dans le secteur public, je suis curieux, est-ce qu'il y en a, une organisation, un service, un ministère, une collectivité qui sort du lot? Mmh, c'est ce qui n'est pas client du coup. Client ou pas client, ouais, non, mais je suis juste curieux de savoir s'il y a un peu un champion, dans le domaine, du service public en France. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont harmonisé ça. Tu as le petit bouton «Je donne mon avis» que tu retrouves partout, qui est vraiment bien. Moi, j'aime bien, après c'est service public, j'aime bien les c'est un peu, ça peut être un peu bizarre de dire ça en tant qu'entrepreneur, mais je trouve que tu as des services de l'Urssaf qui sont quand même très bien pensés pour des et tu vois que c'est pas la première fois qu'ils se disent: «Oh, comment est-ce qu'on va régler le problème?» Et ensuite, non, je vais t'en donner un. Alors là encore, qui est très, tout le monde ne va pas être d'accord pour payer ses impôts et ses amendes. Alors pas la déclaration, mais le fait de payer tes amendes, le truc, flasher un QR code, tu leur application, ça prend 3 secondes. C'est un moment difficile, mais tu te dis: «C'est rapide, C'est fluide et c'est facile et c'est c'est efficace, fluide». Tu pas de 53 cases à cocher mmh. différentes, tu un QR code, tu le scannes, tu payes et c'est réglé. OK, super, parfait. Bah, écoute, merci beaucoup. Alors, à la fin de chaque épisode, l'invité du jour doit répondre à une question posée par l'invité précédent. En attendant d'écouter la tienne, je vais te laisser écouter celle de Ferdinand Terme, qui est fondateur et CEO de Pléthore. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Allez, on écoute sa question. Quel est le plus gros changement que tu anticipes dans la pratique de ton métier, de ta profession, de ton activité, à horizon 10 ans? Que ce soit en lien avec l'IA ou pas du tout? Le challenge, c'est que je pense qu'à un moment, ça sera pas toi qui vas faire des achats, ça sera une IA qui bossera pour toi. Et du coup, l'expérience va beaucoup changer parce que si tu pars de la thèse que c'est pas toi qui va, tu diras, «Je veux que tu me commandes ça» ou «Je veux que tu me trouves le meilleur billet d'avion» et cetera. En réalité, est-ce que tu as vraiment cette notion de voix du client? Et du coup, ça, je pense que c'est un énorme changement qui arrivera à un moment. Je pense qu'on n'y est pas encore, mais on y arrivera et dans 10 ans, on y sera. Et du coup, ça va avoir tellement d'impact sur les parcours et cetera, que je pense que ça va complètement transformer notre prisme. Et je pense que tu auras toujours besoin de cette customer intelligence, mais tu auras certainement à un moment cette notion de agent intelligence où tu vas devoir comprendre, écouter et t'adapter par rapport aux agents qui interagiront avec les entreprises. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que tu On pourra en parler pendant 1 heure, je ouais, pense. non, bah, clairement, ça fera l'objet d'un autre épisode, mais j'adore ce concept de se dire, dans 10 ans, effectivement, c'est des agents qui achèteront pour nous et du coup, les sites web, les expériences vont être optimisées pour ces agents et moins pour les humains. Ouais, et j'écoute pas mal de podcasts, plutôt outre-Atlantique, mais j'étais à un workshop d'AWS à San Francisco cet été, et tu as une boîte qui a justement, alors ils en sont tout aux prémices, hein, mais globalement, ça te permet tu branches ton compte bancaire et en fait, eux font la passerelle entre les différents agents, donc les MCP Mmh. des sites web, de ton LLM que tu vas utiliser, et ils font cette transaction, tu vois? Ils gèrent la transaction financière multi, MCP, donc multi-sites pour des LLM donnés. Et en fait, si tu extrapoles ça, enfin, si tu te projettes dans 10 ans, bah oui, il y a un moment où tu as envie de dire, «Hello mon portable, prends-moi des billets d'avion pour demain», et il va savoir que tu aimes bien être, à côté de la fenêtre, que tu aimes bien, et du coup, tu vois, ça ça va quand même changer les choses. OK, parfait. Bah, écoute, intéressant, merci beaucoup. François, alors à toi à présent, quelle question est-ce que tu aimerais poser au prochain invité? Alors, si tu avais
sur ton compte en banque, là maintenant tout de suite, 5 millions d'euros et tu peux investir dans une entreprise en l'IA où tu te dis: «Aujourd'hui, cette entreprise, je sais que si j'investis 1 million, elle va tout changer. Elle va tout exploser». Et du coup, il faut faire attention aussi à pas investir dans une entreprise qui valent déjà des milliards et des milliards, parce que sinon tu vas peut-être perdre ton argent si on est dans une bulle. Donc voilà, bon courage. Merci pour la question, c'est parfait. Merci beaucoup François de ta participation. Je rappelle que tu es le fondateur et CEO de Fidior. Merci d'avoir participé à ce podcast. Merci Julien. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission sur votre plateforme de podcast préférée. Votre soutien compte et vos commentaires peuvent aider à partager cette expérience avec d'autres. Vous pouvez aussi visiter le site web ai-experience.io pour aller plus loin. À très vite pour un nouvel épisode.